Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand débat. Merci d'être avec nous. C'est votre rendez-vous de l'information sur Africa numéro 1 pour mieux comprendre les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. L'émission est en direct jusqu'à 19h20, heure de Paris. Pour nous appeler, un numéro de téléphone que vous connaissez. Mais on va vous le rappeler, c'est le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Et vous pouvez bien sûr intervenir comme d'habitude en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupo. L'édition particulière aujourd'hui, regard croisé sur deux zones de crise, le Togo et la République démocratique du Congo. Comment comprendre la typologie des conflits en cours dans ces pays, tous deux confrontés à des crises politiques à rebondissement depuis plusieurs années. 5 décennies d'un régime constamment contesté au Togo, une crise sans fin en RD Congo depuis 20 ans et deux guerres avec ses prolongements sur l'actualité congolaise. Conséquence de ces crises persistantes au Togo et en RDC, un lourd bilan humain. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers ces deux pays avec la même interrogation. Quelle sera l'issue des tensions en cours alors même que certains observateurs signalent qu'elles ont désormais atteint un seuil critique? Réponse avec nos invités dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Africa numéro 1, le grand débat. Vous trouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Très amical, salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Dakar, à Lomé, à Lubumbashi, Washington DC, Édimbourg, Montréal, Cotonou, encore à Douala. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook, on va en citer quelques-uns. Anissa Ondze, Octave Tabé Takou Asonta, Ahmed Nessek, Rachid Bayonne, héritier du trône, c'est son nom, MDK Diez, c'est son nom également, et Romuald Odzeba, Païkoun, Koubia, Jalo, qui ont rejoint tous la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Merci à eux. Et toujours en début d'émission, une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Quelles sont les caractéristiques et quels seront les développements prochains des conflits en cours au Togo et en RD Congo et quels sont les scénarios possibles de sortie de crise? Pour en parler avec nous, pour ces regards croisés sur ces deux zones de crise, nous recevons dans ce grand débat Brigitte Ameganvi. Bonsoir. Bonsoir. Brigitte Ameganvi, vous êtes membre de Synergie Togo et de la campagne Tournons la page. Karl Gaba est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karl Gaba, vous êtes fondateur du site letogolais.com et de la plateforme Togo Debout. Merci d'être là. Robert Congo est avec nous. Bonsoir Robert. Bonsoir Francis. Robert Congo, journaliste, correspondant en France du journal Le Potentiel, édité à Kinshasa. Gaston Amici est avec nous. Bonsoir Gaston. Bonsoir. Gaston Amici, vous êtes membre adhérent du mouvement citoyen congolais Debout. On va commencer avec le Togo. Karl Gaba, Brigitte Ameganvi. De nouvelles manifestations de l'opposition se déroulent au Togo depuis hier. Les manifestants parlent, je cite, d'un ultime avertissement au régime. Et une autre marche est prévue en France le 7 octobre, ce samedi. Et le pouvoir lui-même aussi a décidé d'organiser ses propres marches, ses contre-manifestations en quelque sorte. Dites-nous précisément, Karl Gaba, quelle est la situation en ce moment même au Togo? Depuis hier, il y a environ 1 500 000 Togolais qui sont mobilisés dans la rue pour exiger de Faure Gnassingbé qui... 1 500 000, dites-vous? Voilà, 1 500 000. Ça, ce sont les chiffres des organisateurs ou de la police? Parce que... disons, c'est les chiffres constatés par les organisateurs et vu la mobilisation qu'on a sur tout l'étendue du territoire togolais. Il y a les grandes métropoles togolaises sont totalement dans la rue à la date d'aujourd'hui, avec la souplesse qu'a accordé certains préfets, vu que la pression est très forte sur eux. Et aujourd'hui, le Togo est debout pour dire effectivement non à Faure Gnassingbé. Cette manifestation dure depuis hier. Nous constatons toujours les mêmes barbaries qui sont perpétrées nuitamment par les forces armées togolaises. C'est-à-dire précisément? Ils rentrent dans les maisons, ils violentent les enfants, ils violentent les femmes, ils violentent les vieillards. Ça s'est passé où exactement ça? Dans quelle localité? À Palimé, à Takpamé, à Kara, et sur tout l'étendue du territoire, effectivement, il y a des milices qui se déguisent en civils et qui rentrent dans les maisons pour commettre ces barbaries, pour faire peur à la population qui aujourd'hui s'est transcendée et se tiennent debout et réclament toujours à Faure Gnassingbé d'écouter leur voix. Leur voix est de dire à Faure Gnassingbé 11 ans de négociations après 50 ans de dictature, ça suffit. Nous lui demandons simplement d'appliquer et de mettre en place
la constitution togolaise qui a été unanimement votée en 1992 par l'ensemble des Togolais à hauteur de 97%, cette constitution garantissait au Togo une possibilité d'avoir un pays démocratique. Force y refuse. La deuxième demande de la population est également de permettre à 1 500 000 Togolais qui sont en exil. Sur 6 500 000 habitants, il y a un tiers des Togolais qui sont en exil et nous réclamons le droit de vote et la possibilité de pouvoir rentrer chez nous. Et la condition, c'est que Faure doit se soumettre aujourd'hui à la décision du peuple qui réclame effectivement sa liberté. Nous avons eu une désagréable surprise hier soir quand les institutions africaines, qui est la CEDEAO, l'Union africaine, et puis une autre institution qui est le bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Voilà, enfin un machin qui est un machin alimentaire qui regroupe effectivement tous les prébendiers du système France-Afrique et du système international qui veulent mettre une coupe, qui veulent mettre à coupe régler toute l'Afrique, se sont levés pour prendre une décision et qui prend sans nous consulter. Il faut préciser aux auditeurs que vous parlez de ce communiqué conjoint qui a été publié hier, donc communiqué de la CEDEAO, de l'Union africaine et du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui estime dans ce communiqué que le projet de loi que le pouvoir togolais s'apprête à soumettre à référendum est, je cite, une étape importante pour mettre le Togo en conformité avec les normes démocratiques. Fin de citation. Mais les normes démocratiques au Togo, elles n'existent pas. Ça fait... disons, depuis 1992, ça fait des dizaines d'élections. Vous interprétez en fait ce communiqué comme un soutien au régime togolais? C'est un soutien implicite, c'est une forfaiture. Juste avec envie. C'est une provocation qu'on fait. J'allais en parler un peu plus tard dans l'émission, mais quand vous abordez la question, c'est vrai que voilà, c'est un peu surprenant parce que c'est quand même, je dirais, c'est un communiqué conjoint et même massif puisque ce sont plusieurs organisations, institutions qui donc signent ce communiqué. C'est un signal plutôt de soutien qui est envoyé au régime togolais, là, non? C'est un soutien qui n'est même pas voilé. Oui. Et je dirais, on prend les mêmes qu'en 2005 et on recommence. Je prends la CEDEAO. Aujourd'hui, elle est présidée par Faure Gnassingbé. Elle a comme président de la commission Monsieur de Souza, qui est le beau-frère de Faure Gnassingbé. Donc, M. de Souza, qui est président de la commission de la CEDEAO. Qui est le président de la commission de la CEDEAO, est marié à une fille Gnassingbé. Oui, enfin, vous pensez que les liens familiaux pèsent dans ce genre de décision? Je dis, à minima, c'est conflit d'intérêts. Oui. Et conflit d'intérêts parce que M. de Souza ne peut pas prendre de décision qui aille à l'encontre c'est un peu compliqué. De son président. C'est-à-dire que le président de la commission de la CEDEAO, c'est le beau-frère du président togolais Faure Gnassingbé, et du président qui de la lui-même CEDEAO. est président en exercice de la CEDEAO en ce moment. D'accord. Donc, CEDEAO, mettant de côté, ça n'a aucune valeur. Deuxième chose, celui qui occupait les fonctions de M. de Souza en 2005, c'est M. Mohamed Ibn Chambas, qui est aujourd'hui le représentant du ce bureau des Nations Unies. Du bureau de. Un monsieur très contesté d'ailleurs. Absolument, qui était conflits, déjà présent à Lomé lors des élections présidentielles de 2015. Qu'il a validé avant même que la Cour constitutionnelle ne donne ses résultats, et qui, en partant de Lomé, avait dit mais Faure Gnassingbé est d'accord finalement pour limiter les mandats. 48 heures après, il y avait le sommet de la CEDEAO où on avait posé le principe de cette résolution limitant les mandats et que Faure Gnassingbé et Yahya Jammeh, à l'époque, avaient refusé de signer. On reprend l'OIF et son émissaire, puisque apparemment ils avaient annoncé une mission qui a été récusée par le ministre des Affaires étrangères du Togo. Donc, ils ont trouvé un autre médiatrice en l'occurrence, qui était ministre des Affaires étrangères du Niger en 2005 et qui a chapeauté tout le processus de légalisation du coup de force électoral qui a vu Faure Gnassingbé arriver au pouvoir. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de réessayer de le réinstaller. Mais je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Vu le nombre de personnes qu'il y a dans les rues, ils ne vont pas y arriver. Robert Congo, alors tout ça, ça doit vous parler, vous qui êtes congolais, RD Congo, et vous revenez d'un long séjour en RDC. Alors, est-ce qu'on peut, je pense que vous trouvez, je veux dire, quelques similitudes avec ce qui se passe en RD Congo, parce qu'on a vu récemment l'Union africaine notamment émettre un communiqué également considérant que le report des élections en RDC était plutôt une décision, disons, acceptable d'une certaine manière, et alors que le régime congolais est fortement contesté, massivement contesté, ce régime peut lui aussi en ce moment compter sur certains soutiens, des soutiens d'ailleurs persistants. Oui,
quand j'écoute les amis qui sont à côté de moi, je pense qu'on ne peut que faire des comparaisons avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est tout à fait pareil. C'est pratiquement, c'est la même méthode. On comprend, quand on parle de l'Union africaine, là je vois l'Union africaine soutenir le fils Eyadema. C'est bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi avec Kabila. Mais c'est quoi l'Union africaine? Tout le monde sait ici sur cette table que c'est un syndicat des présidents africains. Oui. Ils se défendent Alors, ils défendent leur cause. Alors sur qui peut-on compter alors finalement? On ne peut compter que sur le peuple. Que sur le peuple. Moi, je ne pense pas. Maintenant, en parlant par exemple du cas du Togo, moi, franchement, je tire un coup de chapeau au peuple togolais. C'est ce qu'ils font avec le monde qu'il y a sur le terrain. Et ce monde-là qui fait qu'il y ait un changement. Ça fait combien de temps? Ça fait 60 ans. Il y a des maçons de pouvoir. Un peu moins de 60 quand même. 50 ans. Oui, 50 ans. Mais On ne prête qu'aux riches, mais bon, c'est quand même 5 quand même décennies, trop. c'est pas mal déjà. Hein. C'est quand même trop. On va dire 50 ans ou 60 ans, c'est quand même trop. Après, ils n'ont connu De que toute façon, ce régime. Oui, je parle de 60 ans parce qu'il veut avoir 60 ans. Rester 60, enfin, lui, rester encore 10 ans au pouvoir. Parce qu'il veut modifier la Constitution. C'est ça, d'accord. Mais 1 an renouvelable. 5 ans, 5 ans, une fois renouvelable. Donc ça va lui faire 10 ans. C'est ce qu'il veut. Il veut aller dans ces sens-là. Et là, le peuple togolais dit non, on va rester sur la Constitution de 1992. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Et quand on parle de la RDC, c'est le même problème avec la Constitution de 2006, janvier 2006. Qu'est-ce qu'il veut le fils Kabila? Changer cette Constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc tout le monde veut faire ça. Et d'ailleurs, dans l'agenda du pas pouvoir congolais, il y a évidemment un référendum qui pourrait aussi être brandi à un moment donné. Mais oui, mais tout à fait. Mais c'est ça maintenant, c'est la dernière carte qui lui reste. Modifier. Là, c'est ce qu'il est en train de faire, là, le président du Conseil de Commission nationale électorale. C'est pourquoi l'enrôlement pour des élections. Mais c'est pas pour qu'il y ait des élections par rapport aux élections législatives ou présidentielles. Mais c'est par rapport au référendum. Ça, on le sait. Mais maintenant, ils vont nous dire, non, on va reculer les élections. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, maintenant, il faut que les gens de la diaspora, et les Congolais de la diaspora, participent aussi aux élections. Et ça va prendre combien de temps? On est en train de parler des élections en RDC pour fin 2019. Ah oui, on en est là. Oui. Voilà. Oui. Robert Congo, tout à l'heure, vous nous parlerez évidemment de votre long séjour en RDC, vous en revenez. Gaston Amici, alors vous avez quand même été très proche, je dirais, vous avez été dans les cercles des partis politiques congolais pendant un certain temps. Apparemment, vous avez pris un peu de distance vis-à-vis des partis, puisque vous êtes désormais membre adhérent de mouvements citoyens. Que peuvent attendre encore les Congolais des partis politiques aujourd'hui dans ce contexte? Bon, il ne faut pas dire que j'ai pris la distance, mais j'essaye d'évoluer avec le courant qui nous traîne vers la victoire du peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer? C'est très difficile parce que au Congo, il y a toujours les partis politiques, on joue sur le culte de la personne. La personne, celle dirige et c'est le Seigneur qui doit décider de tout. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut que le peuple se prenne en charge. Dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire aux responsables que ça ne va pas. Et j'ai fait l'expérience il y a 1 an et demi. Je le salue ici, M. Kamere, puisque je l'ai critiqué. Vital Kamere. Je l'ai critiqué parce qu'il a pris cause et fait pour Kabila. Je l'ai dit que même il était un politicien du ventre. Le monsieur seul, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a même pas supprimé sur son compte Twitter. Mais son entourage, il y a eu une furie sur la toile. Ils m'ont insulté, ils m'ont carrément éjecté de leur compte. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc, il faut avoir du courage. Alors, justement, Karl Gaba, la question qu'on se pose, quand on entend, évidemment, l'exposé de Gaston Amici, c'est, voilà, on voit quand même, voilà, autant on a des doutes sur la capacité de mobilisation aujourd'hui des partis politiques congolais, alors, parce que c'est une histoire compliquée, c'est une ancienne histoire, évidemment, avec une perte, une érosion, je dirais, du crédit, de la crédibilité de ces partis politiques. Bon, dans le cas du Togo, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait aussi quand même un peu désespéré des partis traditionnels de l'opposition. Il a fallu l'émergence de ce nouveau parti, jeune parti, hein, le PNP, Parti national panafricain, pour, voilà, aujourd'hui, ramener, je dirais, de cette manière, les citoyens dans la rue. Bon, comment dire, que peuvent attendre aujourd'hui les Congolais de leur parti traditionnel? Parce que tout le monde aujourd'hui est dans la danse, en quelque sorte. Ce qu'il faut voir,
les dictatures africaines, et spécifiquement au Togo, sont des dictatures violentes. Ce sont des dictatures qui coupent tout opposant ou tout citoyen du moyen qui lui permet un peu de revendiquer sa liberté ou même de pouvoir vivre librement dans son pays. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas du régime. Vous ne pouvez pas faire de profession libérale. Même un avocat a besoin du régime pour pouvoir assurer sa subsistance. Donc comprenez qu'en Afrique, c'est très difficile. En fait, c'est un multipartisme, disons, formel, c'est un multipartisme, mais sans vie démocratique. Voilà, parce qu'un opposant en tant que tel n'a aucun moyen de pouvoir subvenir à ses besoins. À partir de là, on retrouve plusieurs typologies d'opposition. C'est-à-dire qu'ils sont les opposants alimentaires qui composent, qui bricolent, ou enfin, s'adaptent comme ils peuvent pour essayer de survivre et d'assurer leur existence au quotidien. On a bien compris ce que vous voulez dire. Au Togo, ce qui s'est passé. Par rapport à l'histoire du Togo, est-ce qu'aujourd'hui, bon, on ne va pas évidemment faire le procès des partis politiques, pour toutes les raisons que vous évoquez, bien entendu, mais ce parti qui émerge aujourd'hui, le PNP, est-ce que, je dirais, c'est d'une certaine manière le parti politique du dernier salut pour le peuple togolais? C'est pas le parti du dernier salut, si je peux me permettre, Brigitte. Brigitte, le PNP a réussi une prouesse. L'opposition togolaise, on a toujours reproché... C'est le seul parti révolutionnaire aujourd'hui au Togo. Non, il y a d'autres partis révolutionnaires. Le Parti des travailleurs, qui est le parti de Claude Amégrandvi, qui est le frère de Brigitte. Et je peux vous dire que là, sa révolution, elle est beaucoup plus radicale que vous pouvez le penser. Bon. Ce que je voulais vous dire, c'est dire que, typique, ce qu'il a réussi, c'est de s'appuyer sur toute l'histoire du Togo depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui est le président démocratiquement élu, qui a été assassiné par le père de Faure Gnassingbé, qui a commis un crime politique, le premier coup d'État en Afrique. Ce qu'il a fait, Tipi, c'est de s'inspirer de toute notre histoire, de toute notre bataille, et il a pu conceptualiser son combat en s'appuyant vraiment sur notre culture politique, sur les difficultés politiques qu'a rencontrées l'opposition togolaise, et surtout à se transcender. Parce que le Togo a été divisé en deux parties. Il a été instrumentalisé parce qu'on a créé le nord contre le sud, et il s'est transcendé en prenant le combat global du Togo et en s'appuyant également sur un de nos révolutionnaires qui a été assassiné également par le général Gnassingbé et Yadema, qui est Tavio Amorin. Et aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 27 ans que les Togolais s'étaient réveillés le 5 octobre 1990 pour réclamer effectivement une démocratisation du pays. Et Tavio Amorin était un de ses leaders, mais il a été rapidement assassiné. En moins de 1 an, il a été assassiné par le régime. Et qu'est-ce qu'a fait Tipi? Il a récupéré, il a conceptualisé, il est reparti dans les campagnes, il a écouté le peuple et il a récupéré cet ADN qu'on a, c'est cet héritage qu'on a, cet ADN qu'on a, qu'on appelle chez nous Ablodek Badja. C'est de la liberté totale. C'est ça. Et à partir de là, il est revenu sur la place publique en nous expliquant le combat qu'on doit mener, c'est d'adopter la constitution de 92 qui est supposée amener une démocratie au Togo, c'est d'imposer le vote de la diaspora parce qu'on est 1,5 million. Et en plus de cela, il a demandé à tous les partis politiques de se mettre ensemble sur ce triptyque qui permettait effectivement d'unir l'opposition pour aller à la bataille. C'est ce nouveau parti, donc le Parti national panafricain, qui est aujourd'hui au cœur de la crise au Togo. On continuera d'en parler après la publicité. Regard croisé sur 2 hommes de crise, le Togo et la RD Congo, avec nos invités Brigitte Amégrandvi, Karl Gaba, Robert Congo et Gaston Amissi. Ne partez pas, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Regard croisé sur 2 zones de crise en Afrique, le Togo et la RD Congo, avec cette question au cœur de ce grand débat. Quelles sont les caractéristiques et quels seront les développements prochains des conflits en cours dans ces 2 pays? Et pour en parler avec nous, Brigitte Amégrandvi est avec nous, membre de Synergie Togo et de la campagne Tournons la page. Karl Gaba, fondateur du site letogolais.com et de la plateforme Togo Debout. Robert Congo, notre confrère, correspondant en France du journal Le Potentiel. Et Gaston Amissi, membre adhérent du mouvement citoyen Congo Debout. Alors vous parliez évidemment du parcours de Tikpi Achadam il y a quelques instants. Karl Gaba, qui est à la tête de ce mouvement. Ce mouvement est devenu aujourd'hui la locomotive, je dirais, de ce qu'on peut appeler
début de révolte, en tout cas de mouvement de revendication, une vague de contestation au Togo. Évidemment, on n'en est pas encore à l'insurrection. Il y a quelques jours, nous parlions dans cette émission d'insurrection possible au Togo. Brigitte Ameganvi, quel regard vous portez donc, je dirais, sur l'évolution ces dernières années de la classe politique, en fait de l'opposition dans votre pays? Est-ce que aujourd'hui, quand on observe finalement disons, ces foules qui défilent aujourd'hui dans les rues du Togo, enfin de Lomé, pardon, et dans d'autres localités, on se dit finalement, il y a encore une demande d'opposition forte au sein de la population. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Karl. Je voulais tout de même rajouter trois points. Le premier, c'est que le mouvement au stade actuel, et dès le 19 août, d'ailleurs, la toute première manifestation, ce mouvement dépassait largement en ampleur les simples militants des partis politiques. C'était réellement un mouvement de fond de la société civile qui, de l'ensemble de la population qui était excédée, qui par la misère, par les injustices, par les brimades, etc. Et on savait que la population n'attendait qu'une étincelle pour exploser. Et Tipi Achadam a joué ce rôle-là d'étincelle qui a déclenché le mécontentement de la population qui elle-même faisait pression depuis longtemps pour que les partis politiques s'unissent contre l'adversaire commun. Et dernière chose, ce rôle d'étincelle était d'autant plus puissant que Tipi Achadam vient du nord du pays, qui a été présenté, instrumentalisé depuis toujours par Gnassingbé, le père comme le fils, comme étant le fief de l'ancien parti unique, le fief du nouveau parti uni. Et définitivement acquis, en tout cas, définitivement acquis. À ce pouvoir. Mais simplement, en fait, ce qui se cachait et qu'on savait depuis longtemps, c'est que le Nord était brimé, beaucoup plus violemment réprimé que le Sud, parce qu'ils ne souffraient pas qu'il y ait de la contestation qui apparaisse dans le Nord, parce que c'est là qu'ils font leur petite cuisine électorale pour arriver avec les majorités à l'Assemblée nationale, les majorités au présidentiel. Donc, ils ne voulaient pas que ce Nord vole aux éclats. Et donc, maintenant, tout le monde sait que dire de manière tonitruante que le Nord est acquis au régime Gnassingbé, c'est faux. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble du pays se retrouve maintenant uni dans cette contestation contre la dynastie de Gnassingbé. C'est un mythe qui a été pulvérisé finalement, Absolument. ce mythe du Nord contre le Sud, c'est ça. Tout à fait. C'est un événement majeur dans l'histoire du pays. Absolument. Robert Congo, vous étiez, donc, je le rappelle, vous étiez en RD Congo, vous êtes parti quand même pendant un bon bout de temps, c'est vrai. Et alors, vu d'ici, c'est vrai que on se dit, le pays semble se trouver à un moment particulièrement critique de son histoire. Est-ce que cette vision, vue d'ici toujours, cette vision est exagérée de la situation en RD Congo ou pas? Non, mais elle est vraie, cette vision. Franchement, moi j'y étais, j'ai vécu. La situation n'est pas bonne en République démocratique du Congo. Et avant 2017, j'y étais en 2009, 2010, 2011. Je donnais cours à l'IFASIC, l'Institut universitaire de l'information et de la communication. Et c'était pas pareil. Mais là, c'est ce que j'ai vécu cette année-ci. Ce n'est plus ce Congo qu'on a connu. Ou je dirais, ce n'est plus le Zaïre. C'est vrai que Mobutu c'est ce qu'il était. Moi, je suis pas moboutiste, loin de là. Mais le peuple congolais vivait mieux à cette époque-là qu'aujourd'hui. C'est terrible de dire ça. C'est la vérité. Et quand tu vois ce peuple-là, Francis, qui sort le matin, un enfant de 8 ans, 9 ans, qui n'a pas à manger, qui va quémander. Papa, pouvez-vous me donner 100 francs? Vous avez mal. Vous avez mal. Sur le plan, on peut dire sur le plan économique, il n'y a rien, parce que déjà les fonctionnaires ne sont même pas payés. Là, ça fait 3-4 mois, j'en ai rencontré, nous avons discuté, tout le temps en grève. Et sur le plan politique, on voit l'opposition et la majorité. Moi, je ne fais plus confiance en personne. On ne sait plus maintenant à qui se fier. Une classe politique, franchement, l'opposition, la majorité, je ne sais pas à quoi elle sert, cette classe politique, absolument à rien. Et Kabila est là, entre tous, il est en train de jouer avec ce monde-là, ce monde politique. Donc maintenant, il se croit, franchement, il se croit le plus fort. C'est ça. Donc il le manipule comme lui, il veut.
et que ce soit dans l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'avec toute cette manipulation, je dirais, dans le rapport de force qui existe toujours quand même entre ce pouvoir et une autre classe politique qu'on pourrait situer dans l'opposition, est-ce qu'au bout, je dirais, au bout de cette crise, est-ce qu'on peut imaginer un instant qu'on revienne au statu quo antérieur? C'est-à-dire que Kabila reste en place et que... Ah ben oui, il y a de fortes chances qu'il reste en place. Ah ben franchement, ça oui. Ça, déjà, il n'y aura pas des élections en décembre, ça on peut rêver. Hein. Il n'y en aura pas. Ah oui. Normalement, s'il devrait y avoir des élections le 30 septembre, là, on devait déjà tout avoir. Le calendrier électoral, on n'en a pas. Voir comment ça allait se passer, comment ça a été programmé, les élections, on n'a rien. Oui. Donc, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas des élections. Et Kabila risque de glisser encore, comme ils le disent. Il va glisser et personne, que ce soit dans l'opposition ou à l'extérieur, pour parler de la communauté internationale, personne ne dira rien. Les autres l'ont fait. Sassou l'a fait, au Burundi ils l'ont fait, Kagame a changé la constitution, les autres sont en train de faire pareil. On parlait du Togo tout à l'heure. Tout le monde est en train de jouer le même jeu. Je ne pense pas que Kabila va baisser le bras. Il est en train de demander de l'aide, c'est-à-dire des soutiens un peu partout. Peut-être qu'il est en train de les avoir, ces soutiens-là. Mais on ne sait pas, parce que ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a l'argent qui circule. C'est ça. Surtout au niveau de la communauté internationale, l'argent qui circule. Voilà. Et c'est ce qui fait la force de Kabila. Alors, à un moment donné, il y a quelques semaines, les violences dans les provinces du Kasaï, au centre du pays, ont été... on en a beaucoup parlé, c'était au cœur de l'actualité congolaise. Et ces violences ont d'ailleurs été l'argument utilisé par le pouvoir pour justifier un nouveau report des élections. Qu'est-ce que vous avez vu dans le Kasaï, Robert Congo? Vous y étiez? Alors, j'y étais. Je parlais avec des autorités militaires, civiles. On va parler de chefs traditionnels, qu'on appelle des chefs coutumiers. Je parlais avec des politiques qui sont là, de commissaires, de bourgmestres, comme on appelle, comme dit ici, des maires. Je discutais avec tous ces mondes-là. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec les Moinan Sapou. Parce qu'il y a certains chefs traditionnels, qui sont les chefs coutumiers, qui étaient amis avec le chef Moinan Sapou. Mais il a été tué. Il faut dire les choses. Moi, je l'ai dit. De toute façon, et là, je parlais. Ici, je parlerai. Il a été tué par qui? C'est par le FARDC. Il a été tué par qui? Par les milices qui travaillaient avec le FARDC. Et avec les forces armées congolaises. Tout le monde le dit. C'est un secret pour personne. Qu'est-ce qu'ils ont voulu par là? Donc, vous voulez dire que la crise dans le Kasaï a été provoquée par les forces armées congolaises? Par la Kabylie. Voilà, j'utilise cette expression. C'est ça. Par la Kabylie. C'est ça. Donc là, il continue. Là, on est dans les Kasaï. Ils disent quoi que voilà, on a essayé, parce que je suivis son discours à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Il a dit que voilà, j'ai essayé un peu de calmer les choses au niveau du Kasaï. Mais ouais, au niveau des Kasaï, ça continue. Ça, je peux l'attester. Et dans l'Est, n'en parle même pas. À Ouvira, c'est reparti. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce qui se passe à Ouvira, dans l'Est du pays? On va pas nous dire qu'il y a des maï-maï. Ouais, ça veut dire que le pouvoir crée des foyers de tension. Bien sûr que oui. Pour pouvoir maintenir... Ça, c'était prévu. Oui. On le savait que ça se passerait comme ça. Pour reculer les élections, on va essayer de créer des foyers de tension un peu partout sur le territoire congolais, et pour qu'il n'y ait pas des élections. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un pays qui est en train d'exploser que vous nous bien sûr. Là, oui. Notre ami Corneille Nangaa, l'autre spire à Kabila, là, le président de la Commission nationale électorale, mais il est en train de faire son cinéma pour raconter quoi au peuple, dire que voilà, ouais, je vais... depuis combien de temps on attend ce calendrier électoral? C'est ça. Robert Congo, bon, vous êtes avec nous jusqu'à 19h20, bien sûr. Avant de vous écouter, Gaston Amissi, Karl Gaba, vous êtes à Méganville. Là, je vous pose la même question parce que je demandais il y a quelques instants à Robert Congo si on pouvait imaginer, au bout de la crise que connaît aujourd'hui la RD Congo, le retour au statu quo, le statu quo antérieur. Je vous pose la même question au Togo. Avec ce qui se produit aujourd'hui au Togo, est-ce qu'on peut imaginer que tout ça se termine finalement comme ça s'est terminé? On a connu plusieurs séquences depuis 30 ans dans l'histoire du Congo. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement, au bout du compte, on se retrouve autour d'une table et que le pouvoir donc se retrouve pleinement réinstallé dans son territoire? Karl Gaba. Je vous avais dit qu'au Togo, on a eu beaucoup de négociations. Effectivement, on s'est assis autour d'une table, on a signé des accords politiques et ces accords politiques nous ont été imposés par la communauté internationale, que ce soit la communauté, l'Union européenne, l'ONU, que ce soit la francophonie, que ce soit... On a bien compris que pour l'instant, ça n'a jamais marché. Vous avez épuisé tous les dialogues possibles. On a épuisé tous les dialogues possibles, qui étaient des dialogues qui, normalement, auraient permis que le Togo sorte de l'impasse.
Mais on a en face de nous une junte militaire. Et cette junte militaire, je me permets de Vous appelez ça une réexpliquer. junte militaire. Je me permets d'expliquer aux auditeurs pour qu'ils comprennent ce que c'est que le Togo. Souvent, on a reproché aux Togolais de ne pas être courageux, de ne pas arriver à se défaire du système dans lequel ils sont. C'est une junte militaire, et l'origine de cette junte militaire, ce sont les anciens combattants de l'armée française qui sont revenus des guerres coloniaux. Comme le père de l'actuel président. Comme le père de l'actuel président, qui était sergent-chef cuisinier dans l'armée française, quand nous a imposé en 1963 en assassinant le premier président démocratiquement élu du Togo qui s'appelle Sylvanus Olympio. Premier coup d'État en Afrique. Donc depuis 50 ans, cette armée coloniale s'est renforcée, s'est tribalisée, s'est professionnalisée, équipée par la France, conseillée effectivement par le Mossad également, qui se sont spécialisés uniquement dans la répression du peuple pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc comprenez qu'au Togo, c'est très, 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 très difficile de pouvoir se sortir de ce carcan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous manifestons. Là, je viens d'apprendre que les jeunes ont commencé à refuser les ordres des hommes politiques et parce qu'ils veulent en découdre. C'est ça. Nous, on prône une bataille de non-violence. C'est ça. Depuis un mois, nous sommes dans la non-violence. Une lutte pacifique. Et hier, il faut reconnaître que la communauté, les institutions africaines nous ont provoqués. Et je demande aux jeunes, ne tombez pas dans le piège de la provocation. Oui. Le communiqué de la CEDEAO, de l'Union africaine, de ces machins, comme je dis, est un communiqué qui est fait pour provoquer le peuple togolais pour qu'on bascule dans la violence. Et ce pouvoir dont je vous parle se nourrit de la violence. Ils se nourrissent du sang. Ils ont besoin du sang pour pouvoir survivre, avec la complicité de la communauté internationale. L'autre fois, je vous disais que nous sommes sous tutelle. La France-Afrique est encore là, parce que ces machins-là dont je parle, ils sont financés par la communauté internationale. L'Union africaine est financée à 70% par l'Union européenne. Voire plus. La CEDEAO est financée par l'Union européenne. Aucun de ces pays ne cotise pour payer son droit ou de financer ses propres institutions. Donc, ils sont aux ordres. Et donc, comprenez que quoi qu'on fasse à la date d'aujourd'hui, si les peuples togolais eux-mêmes ne se réveillent pas, ne se mobilisent pas, comme me disait mon frère congolais, faites attention, le référendum qu'on nous propose, c'est un piège. Et le piège qu'on nous propose, c'est quoi le référendum au Togo ? C'est des élections qui sont organisées à la mode togolaise par la ZETES de Louis Michel, qui a déjà fait ses preuves au Congo. Et cette ZETES truque des élections qui sont systématiquement à la faveur du pouvoir. Le pouvoir crée les cartes électorales, définit la liste électorale, choisit implicitement ses candidats. Et définit les résultats. Et définit les résultats. Donc comprenez, je reviens là-dessus parce que le référendum qu'on est en train de nous proposer, c'est un leurre, c'est une forfaiture. C'est pour pouvoir légitimer et nous laisser encore dans la barbarie dans laquelle on est en train de vivre aujourd'hui en nous imposant encore une dictature qui perdure, qui évite aux Togolais et au Togo de se développer d'une manière civilisée. Regard croisé sur les crises au Togo et en RD Congo. Et on aura entendu finalement, il y avait quelque chose de commun, je dirais, dans votre exposé, dans ce que disait Robert Congo, c'est que vous parlez tous les deux de deux pouvoirs qui se nourrissent de la violence. Et ça, c'est ce qu'on retient. Et c'est ce qu'on va retenir juste avant une page de publicité. Et on revient après pour la suite de ce débat avec nos invités, Brigitte Ameganvi, Karl Gaba, Robert Congo et Gaston Amissi. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Regard croisé sur deux zones de crise, le Togo et la RD Congo. On pourrait aussi évoquer d'autres zones de crise, bien entendu. Et en micro, évidemment, on évoquait la possibilité peut-être d'une convergence de lutte, je dirais, entre tous les citoyens des pays où ces crises persistent. On pense notamment au Burundi, au Gabon et bien d'autres encore. Et parfois, on rencontre à Paris, d'ailleurs, des groupes comme ça, de manière isolée, qui défilent pour, évidemment, émettre leurs revendications à l'égard de leurs États, de leurs États en crise. Vous nous direz tout à l'heure, madame, messieurs, s'il est possible, parce que les mouvements citoyens, de plus en plus, évidemment, évoquent cette convergence des luttes possibles, puisque souvent, ce sont des mouvements, quelles que soient les nationalités, qui visent à peu près les mêmes objectifs. Nous sommes en tout cas en compagnie de Gaston Amissi, Robert Congo, Karl Gaba, Brigitte Ameganvi. Vous voulez dire un mot, Brigitte, peut-être avant qu'on écoute Gaston Amissi sur la RD Congo ? Oui, sur cette notion de convergence.
Oui, tout à l'heure, en écoutant M. Amissi, il y a tout de même une idée qui m'est venue, c'est que 48 heures avant la chute de Mobutu, personne n'aurait parié un copec qui partirait. Donc tout est encore possible, quelle que soit la force apparente que les autocrates qui nous gouvernent affichent. Et je voulais, sur cette notion de convergence des luttes citoyennes, rajouter effectivement que c'est le mot d'ordre de Tournant la page dont je fais partie, qui a effectivement des coordinations locales dans un certain nombre de pays. Tout à fait. Et profiter de l'occasion pour annoncer que le 14 octobre, nous organisons une caravane de la démocratie qui va faire le tour d'un certain nombre d'ambassades, l'ambassade du Gabon, l'ambassade du Tchad, l'ambassade du Niger, etc. Tous les coordinateurs locaux des coalitions Tournant la page seront à Paris et s'adresseront à la foule sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro samedi 14 octobre de 14h à 19h. Samedi 14 octobre, donc le rendez-vous est pris. Gaston Amissi, en écoutant Robert Congo tout à l'heure, il y avait quand même quelque chose de désespéré, je dirais, dans le propos de Robert Congo, qui revient évidemment de la RD Congo. Est-ce que vous partagez, je dirais, ce terrible constat, ce constat absolument pessimiste sur ce qui se passe dans votre pays? Je comprends le pessimisme de mon frère, mais il y a une petite fenêtre qu'on nous a donnée. C'est-à-dire, les gens n'ont pas bien remarqué ça. Le 19 septembre, il y a eu une résolution à New York. Et cette résolution 2348, il faut bien le lire, il donne la primauté à l'intervention humanitaire et sur la souveraineté nationale. Kabila prêchait tout le temps la souveraineté nationale, personne. Mais l'ONU a donné droit à l'Angola. Si les troubles continuent, ils peuvent intervenir pour raisons humanitaires. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, on voit M. Dokolo parler. C'est pas pour rien. Kabila, il y a 5 jours, lors de l'investiture du nouveau président, il est parti en Angola. C'est pour essayer de négocier, d'atténuer ce que l'Angola est en train de préparer. L'Angola a pris beaucoup de distance d'ailleurs à l'égard de Kabila. Oui. Il a pris beaucoup de distance à l'égard de Kabila. Donc, le peuple, ne vous découragez pas. Mon frère, ne te décourage pas. Tout le monde, il y a la diaspora qui travaille sur le fait que Kabila doit partir avant la fin de l'année. Et je pense qu'on peut y arriver avec l'union de tous, la diaspora, les gens qui sont restés sur place. Et ça nous donne la force de continuer. Et je pense que d'ici le prochain jour, on aura une bonne solution. Kabila peut partir avant la fin de l'année. Moi, je dirais, il y a la seule solution pour faire partir ce monsieur-là, c'est le soulèvement populaire. C'est la seule solution. Moi, je ne crois il y a déjà eu plus. beaucoup de soulèvements, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des morts, etc. Ça, c'est de manifestations. C'est ce que je disais même à Kinshasa. J'ai passé des émissions. Mais qui pourrait aujourd'hui avoir ce pouvoir d'entraînement, mobiliser la population? Le problème, il est là. Le problème, on n'a pas, en parlant de l'opposition, il n'y a plus de leadership comme on avait avec. Non, je ne peux pas intervenir là. Il y en a plus actuellement. Qu'est-ce qui maintenant qui tient l'opposition en RDC? Personne. Tout le monde parle. Et sans compter ceux qui sont corrompus maintenant, qui ont rejoint la Kabylie. Mais dans l'opposition, le rassemblement, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent parler à l'extérieur. Mais sur place, qu'est-ce qu'ils font comme mouvement? Franchement, moi, je ne l'ai pas vu. Non, mais moi, je n'ai pas vu. Excusez-moi, monsieur Amissi. Je n'ai pas vu. Moi, maintenant, de par l'expérience que je viens de vivre à Kinshasa et, disons, dans 2-3 provinces du Congo, moi, je pense que maintenant, le pouvoir appartient au peuple de dire que moi, je vais maintenant récupérer le pouvoir. Il ne faut pas compter sur ces opposants. Il ne faut pas compter sur personne. C'est un soulèvement populaire. Il faut que le peuple se soulève, que le peuple dise non. Comme le font les Togolais. Voilà, c'est ça justement qui va se passer. Ce qui est tenté de se passer au Togo, c'est ce qu'il faut que les Congolais fassent. Et non pas faire de villes mortes. Ça donnait quoi? Combien de villes mortes ont été déjà faites? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Gaston Amissi? Oui, parce que vous vous souvenez, en janvier 2015, Tshisekedi n'était pas à Kinshasa, quand la population s'est soulevée, quand Kabila avait fui, aller jusqu'au Bas-Congo. Il n'y avait pas Tshisekedi. C'est le peuple qui a décidé que
on ne veut pas de ces référendums, donc on va dans la rue et il y a eu de morts, mais ils se sont mis debout, ils sont allés affronter la police. Et là, les jours où la population dira encore qu'aujourd'hui, nous allons mourir pour notre liberté, je pense que ça ira. Karl Gaba. Je vais dire à mes frères congolais, nous avons connu les mêmes problèmes et les mêmes difficultés au Togo. Brigitte et Amangamvi et moi, nous militons depuis les années 80. Et nous avons essayé, dans la diaspora, de nous regrouper pour travailler avec les hommes politiques. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous n'étions pas sur la même trajectoire, nous n'avions pas les mêmes objectifs. Et là, Brigitte m'avait convaincu d'orienter la lutte vers la société civile, vers les principes. Les hommes politiques, ce sont des hommes de pouvoir. Ils sont là pour la conquête de pouvoir. Et qui oublient de temps en temps leurs principes. Ils oublient de temps en temps leurs principes. D'accord. Et Togo Debout aujourd'hui est une coordination qui rassemble des énergies et qui essaie de regrouper toutes les énergies togolaises, que ce soit partis politiques, associations, personnes ressources individuelles, sur un seul principe. Changer le Togo, démocratiser le Togo, faire tomber la dictature togolaise et construire un état de droit. Et nous luttons pour que Faure Gnassingbé tombe parce que nous sommes convaincus, comme on a pu le faire dans les années 90, qu'une transition permettra aux Togolais de reconstruire un état de droit, de reconstruire une économie, de reconstruire des règles de jeu démocratiques qui permettront ce que j'appelle le concours de beauté de toutes ces ambitions qui sont en train de nous pourrir la vie et de se concentrer sur l'essentiel qui est l'intérêt du peuple. Regard croisé sur les zones de crise, 2 zones de crise aujourd'hui, le Togo et la RD Congo. Nous en parlons avec nos invités, Brigitte Amangamvi, Karl Gaba, Robert Congo, Gaston Amissi. Nous les retrouverons après le Flash Info de 19h, préparé et qui sera présenté dans quelques instants, à 19h précisément, par notre confrère Salah Eddine Gakou. Et ensuite, nous serons ensemble pour le grand débat, en tout cas, jusqu'à 19h20. Restez avec nous, à tout à l'heure, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Avec Brigitte Amangamvi, membre de Synergie Togo et de la campagne Tournons la page. Karl Gaba est avec nous, fondateur du site letogolais.com et de la plateforme Togo Debout. Robert Congo est avec nous, journaliste, correspondant en France du journal Le Potentiel. Gaston Amissi, membre adhérent du mouvement citoyen congolais Debout. Et nous parlons des situations de crise en RD Congo et au Togo. Regard croisé donc avec nos invités. Et c'est vrai que toutes les crises, Brigitte Amangamvi, quand on parle de crise en général, elles évoluent par des séquences avec forcément un épilogue. C'est vrai que quand on écoute, évidemment, on vous écoute les uns les autres, on a du mal, évidemment, pour l'instant, à dessiner, je dirais, des épilogues. Mais c'est vrai que dans les 2 cas de la RDC, c'est difficile d'imaginer, encore aujourd'hui, des scénarios de sortie de crise. Et d'autant que ce qui est en jeu, c'est l'alternance politique dans les 2 pays. Alors, comment réaliser un tel objectif face à des pouvoirs qui sont, on le voit bien, réfractaires à l'alternance ou plus simplement réfractaires à des règles de jeu démocratiques, Brigitte Amangamvi? Bien, je pense qu'il faut laisser effectivement la population aller jusqu'au bout. Alors, et effectivement, ça commence... Quand on dit jusqu'au bout, évidemment, ça laisse évidemment... de dégager ce qui s'est passé au Burkina Faso, il n'y a pas si longtemps, ça peut se passer ailleurs. Et après, on met en place une transition qui remet les pendules à l'heure. Oui, mais ça, c'est après. C'est après. Oui. Mais pour l'instant, la question, c'est de savoir jusqu'où, quels sont les développements futurs, prochains, dans la prochaine semaine, de ce qui se produit au Togo, notamment. Moi, je note quand même une volonté très, très forte de la population togolaise et en particulier des jeunes Togolais de prendre leur destin en main. Et ils commencent à ne plus répondre aux mots d'ordre des partis politiques. Donc, ils savent, je suppose que ces jeunes savent ce qu'ils doivent faire pour se libérer de 50 ans de tyrannie. Et à partir de ce moment-là, après la libération, il faut de toute façon remettre les choses à plat. Mais ça sera une autre histoire.
Pardon ? Ça, ce sera une autre histoire. Ça sera une autre histoire, Oui. avant que les partis politiques ne puissent revenir dans la danse et commencer à compétir pour le pouvoir, ce qui est leur raison d'être. On n'en est pas encore là, mais Robert Congo, ce qu'il y a de commun aussi entre ces deux crises, en RD Congo et au Togo, c'est que voilà, on signe des accords, alors le nombre d'accords signés, le nombre de dialogues qui ont été tenus, et finalement, personne ne respecte rien, quoi. D'ailleurs, le dernier accord en date en RD Congo, c'est le fameux accord de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2016. Alors tout le monde, évidemment, à l'époque, avait dit, ça y est, c'est le miracle qui venait de se produire. Et puis, bon, les lendemains des accords ont été, évidemment, ce qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a volé en éclats, manifestement. Ces accords sont pratiquement, aujourd'hui, caducs, quoi. Ils n'ont même pas été appliqués et personne, évidemment, ne fait plus référence à ces accords-là. Alors, je vous pose la même question que je posais à l'instant à nos invités togolais. Quels peuvent être, selon vous, les prochains développements de la crise en cours en RD Congo, d'autant qu'il y a déjà eu beaucoup de rebondissements? Francis, tu parlais des accords. Bon, de toute façon, moi, ça ne m'étonne pas ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je l'avais écrit. J'ai dit que comment expliquer quelqu'un qui n'a jamais respecté la Constitution peut respecter un simple papier où il y a un accord, on signe. Déjà, il y en a qui ont signé sous réserve. Oui. Déjà, c'était déjà un signe que ces accords ne seront pas respectés. Oui. Bon, si la Cinco... On ne respecte jamais rien, alors voilà. On parle d'État voyou, alors. Si la Cinco a pris la responsabilité de la Cinco, c'est-à-dire c'est comment ça s'appelle la convention pour les évêques du Congo. La conférence épiscopale du Congo. La conférence épiscopale des évêques du Congo. S'ils ont pris cette responsabilité, c'était pour éviter le bain de sang. Oui. En décembre 2016. Oui. Bon, ils ont pris cette responsabilité. Ils ont dit que voilà, on va essayer de faire quelque chose, essayer de jouer l'intermédiaire entre le pouvoir et l'opposition. Ça n'a pas marché. Oui. Mais là, maintenant, on tend vers le 31 décembre. Oui, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Maintenant, qu'est-ce qui reste au peuple? C'est ce que je dis, les soulèvements populaires. Mais en attendant... Et même certains opposants qui avaient signé l'accord, finalement, se sont ralliés au scénario du pouvoir, à l'agenda du pouvoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, que voilà, l'argent a circulé. Oui. Et Kabila a pu récupérer certains soi-disant opposants qui se retrouvés de l'autre côté. De toute façon, ça a toujours fonctionné comme ça. Alors, maintenant, d'ici le 31 décembre 2017, qu'est-ce qui risque de se passer? Personne n'en sait rien. Ah oui, c'est terrible. Personne n'en sait rien. Oui. Justement, le problème, il est là. Vous voulez dire que finalement, ceux qui manifestent aujourd'hui contre Kabila n'ont même plus d'agenda en réalité? Mais personne ne sait pas ce qui va se passer. Oui. Mais ceux qui parlent... Si l'opposition n'a plus d'agenda, ça veut dire que le pouvoir, finalement, impose son bon droit. Bien sûr que Kabila est tenté d'imposer, c'est ce qu'il veut. Mais Kabila a pris les dessus, et sur sa majorité, et sur son opposition. Maintenant, je ne vois pas qui est-ce qui va dire à Kabila... Vous imaginez ce qui se passe, par exemple, c'est ce que Kabila est tenté de faire. Il est tenté d'interdire des manifestations et l'opposition qui ne réagit pas. Et personne ne dit rien. Et pourtant, quand même, manifester, c'est une règle constitutionnelle. Le peuple doit manifester. Et on ne sait pas, parce que le peuple va sortir, dire je vais manifester en entrant le 31 décembre, dire à Kabila qu'on ne veut plus, il faut qu'il parte, il faut qu'il dégage, comme ils disent. Il faut dire qu'ils savent pourquoi ils manifestent. Déjà, déjà c'est interdit. Oui. Déjà, c'est interdit. Oui. Alors, mais en attendant, qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Brigitte Amagambi, dans une note confidentielle de Synergie Togo, Synergie Togo indique que, je cite, la communauté internationale africaine et sous-régionale surtout a tort de rester silencieuse face aux crimes se déroulant en ce moment même au Togo. Il convient de ne pas attendre avant de réagir que le face-à-face entre les citoyens et le régime de M. Faure Gnassingbé bascule dans la rwandisation dont les faucons du régime menacent le pays. Bon, on a bien vu que cette communauté n'est plus silencieuse depuis hier, puisqu'elle a émis un communiqué qui ressemble à un fort soutien au régime. Est-ce qu'il faut craindre l'affrontement ? Oui, et à la limite, on se demande quel est le rôle de cette communauté internationale. C'est vrai que déjà... Non, parce que vous lui reprochez d'être silencieuse et puis quand elle parle, finalement, c'est vrai que ses paroles ne sont pas forcément... On sait ce qu'elle pense. Le silence était étonnant, coupable. Finalement, vous aurez préféré qu'elle restât silencieuse. Non, mais au moins, maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Je veux dire, pour revenir au cas de la RDC, moi, quand tout ça a commencé... Oui. Je me disais, mais non, la communauté internationale, vu ce qu'a coûté
la guerre en RDC, les moyens qui ont été investis en forces humaines, en ressources financières pour arriver à mettre fin à cette guerre, cette communauté internationale n'acceptera jamais que le glissement du calendrier qui fait que Kabila se retrouve aujourd'hui au pouvoir. Et pourtant, ils l'ont fait. Tout à fait. Et on a l'impression qu'un certain nombre de personnes au sein de cette communauté internationale ont intérêt à ce que les conflits perdurent, de manière à vendre des armes, de manière à placer des casques bleus, de manière à continuer à envoyer des émissaires de ceci, des émissaires de cela, des représentants de... Il y a tout un business qui tourne autour du maintien de la paix et c'est dramatique. Le business du maintien de la paix, ou plutôt du maintien des conflits d'ailleurs. Pour compléter, voilà, la MONUSCO, pour compléter, c'est ce qu'elle dit. Pour compléter, ça fait combien de temps la MONUSCO est au Congo? 20 ans. 20 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Ça aussi, ça fait partie des économies parallèles de la communauté internationale. Je voulais ajouter quelque Gaston chose. Amici. Vous savez, aujourd'hui, les entourages de Kabila sont en train de trembler parce qu'il y a 7 sénateurs démocrates ont écrit à Donald Trump pour sanctionner Kabila, sa famille et le membre du gouvernement. Vous pensez qu'ils tremblent réellement? Parce qu'ils ont réagi. Ils disent ils ne comprennent pas pourquoi les Américains ne peuvent pas comprendre les efforts qu'ils sont en train de fournir. Et en plus, je peux vous lire quelque chose. Si Kabila est resté au pouvoir, c'est parce que on lui a donné l'opportunité par les Congolais eux-mêmes en acceptant le deuxième dialogue. Le troisième dialogue, ça ne se fera pas. Et si... Heureusement. Si il insiste... Il en aurait 10 d'affilée. Hein. Ça finira très mal pour lui. Signé syndicat Dokolo. Oui. Là. Alors, rappelez aux auditeurs qui est syndicat de Colo. Syndicat Dokolo, c'est un homme d'affaires congolais qui est marié avec la fille de Dos Santos, ex-président angolais. C'est un businessman. Oui. C'est ça. Mais pourquoi vous le citez? C'est le fondateur de les Debout. Debout les Congolais, c'est ça? Congolais les Congolais debout. Ah, si vous ne connaissez plus le nom de votre mouvement citoyen. Non, je dis les Congolais debout. Ah, c'est pas... Si, c'est le mouvement auquel vous appartenez. Ouais, c'est ça, les Congolais debout. C'est pour ça que vous le citez, alors, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il y a Moïse Katumbi aussi. C'est le nouvel espoir des Congolais après Katumbi? Non, Katumbi est toujours là. Non, mais pour comprendre pourquoi. J'ai été déçu de l'intervention de M. Moïse Katumbi. Sur Africa 24. Non, mais ça, c'est pas grave. Quand on entend Gaston Amici, il y a quand même quelque chose, là aussi, de désespéré, de désespérant. On voit bien que les Congolais recherchent finalement, désespérément, un leader, je veux dire, un moteur à leurs revendications et une colonne vertébrale, en tout cas, à cette revendication, à ces revendications. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le vide de ce point de vue en RD Congo. Je suis en colère. Je suis en colère parce que le peuple sait ce qu'il veut. Le peuple veut se nourrir. Le peuple veut s'éduquer. Le peuple veut éduquer ses enfants. Le peuple est la colonne vertébrale. Il n'y a qu'à écouter le peuple. Je suis en colère parce que les hommes politiques africains ne remplissent pas leur mission. Et tous ces hommes qui trahissent finalement la cause du peuple, parce que les exemples sont légion. Je suis en colère contre les intellectuels africains. Sur le cas du Togo, du Congo, de la Côte d'Ivoire, on ne les entend pas. Je suis en colère contre les Africains qui ne se réveillent pas, qui n'ont pas conscience de ce qui se passe sur le continent. Je suis en colère contre les intellectuels parce que je les vois faire des effets de manche dans les journaux quand Macron prononce une petite phrase sur la population ou les Africains qui font trop d'enfants. On parle de la je suis en colère quand je vois ces mêmes intellectuels qui pondent des lignes à ne pas en finir parce qu'il y a le franc CFA. Et on ne les entend pas quand il s'agit des crimes, des milliers d'Africains qui se déversent dans la Méditerranée pour venir chercher bonheur en Europe. Je suis en colère contre la communauté internationale
enfermés qui sont dans leurs petits intérêts, enfermés qui sont dans leurs bêtises, à la quête de profit, qui abandonnent l'Afrique et qui laissent des potentats, des autoritaires, des criminels, des dictateurs nous régenter, alors que ces dictateurs n'ont pas l'once de la compétence pour pouvoir gouverner un pays. On entend bien votre anaphore, mon cher Karl Gaba. Et Robert Congo, est-ce qu'on peut quand même dire que ces deux pays dont nous parlons dans ce grand débat, le Togo et la RD Congo, sont aujourd'hui quand même à un tournant déterminant de leur histoire? Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Si on peut appeler ça un tournant, oui. En parlant du cas du Togo, moi, je pense que le Togo est bien parti. En parlant de ce qui est en train de se passer, le mouvement, le Togo est bien parti. J'espère, et c'est mon souhait, que cela se passe comme ça s'est passé au Burkina Faso. Et pour la République démocratique du Congo, moi, je pense qu'il ne faut pas compter sur l'opposition, que ce soit tout ce que je vois, les Congolais debout, le rassemblement, c'est des politiques. Moi, vous parlez de l'épine dorsale. Là. Moi, je pense que c'est le peuple. L'épine dorsale, justement, c'est le peuple. C'est le peuple lui-même qui doit dire non. Comme je le vois, et je le répète encore, comme je vois ce qui se passe au Togo. C'est le peuple qui doit se mettre debout et dire que maintenant, on n'en veut plus. Mais la preuve, pourquoi maintenant l'autre jour, il y a le vice-président du Rassemblement, en parlant de la RDC, qui disait que voilà, maintenant, le peuple ne suit plus le mot d'ordre qu'on leur dit. Mais c'est tout à fait normal que le peuple ne suive plus. Le peuple est fatigué. De marches de soutien, de manifestations, de je ne sais quoi, et de villes mortes. Le peuple est fatigué. Maintenant, le peuple attend. Attends, il va voir ce qui va se passer avant le 31 décembre. Il va suivre le mouvement. C'est ce que moi je leur disais. Ne comptez pas sur la diaspora. Ne comptez pas sur les politiques. Comptez sur vous-même. Comptez sur vous-même. Brigitte Amaganvi, une transition démocratique, contrariée au Togo, on l'a bien vu, presque tué dans l'œuf, au moment même de la conférence nationale, puisque à l'époque, le père de M. Faure Yacingbe Eyadema, le président, avait envoyé ses chars d'assaut pour aller marcher, si je puis dire, sur l'enceinte où se tenait la conférence nationale à l'époque, et on a vu la suite. On a eu ces images terribles de ces manifestants qui ont été jetés à l'époque dans la lagune de Baie à Lomé, et puis ces récits terribles. Je me souviens pendant la conférence nationale des militaires qui racontaient comment, bourrés d'amphétamine, ils prenaient d'assaut des populations avec, évidemment, des descriptions absolument horribles. C'est quand même, on parle d'un pays dont l'histoire est jalonnée comme ça de violence, de crimes, sans compter évidemment la situation des exilés. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que l'enjeu pour le Togo, c'est d'inventer à nouveau, les conditions d'un redémarrage de cette transition démocratique qui a été donc contrariée il y a 25 ans? Absolument, c'est de ça qu'il s'agit. Sans compter que effectivement il y a un certain nombre de personnes qui étaient là il y a 25 ans et qui sont encore dans le jeu politique ou dans la société civile aujourd'hui et qui veilleront à ce que les erreurs qui ont été commises il y a 25 ans ne soient plus commises. Et au bout de 50 ans, on sait maintenant qu'on ne peut pas faire confiance au Yacingbe, ni au père ni au fils. Et la transition qui a été loupée en 90, dans les années 90, elle a été aussi en 2005, parce que si on avait tenu bon, si la communauté internationale ne nous avait pas attaché les mains dans le dos pour que Faure Yacingbe s'installe au pouvoir, ce monsieur a commis un crime imprescriptible suivant la constitution togolaise. Et il n'aurait jamais dû diriger l'État togolais, même pas pour un seul mandat. Il faut dire que de temps en temps, quand même, une certaine opposition a accepté aussi l'inacceptable. De temps en temps, en pensant que le compromis était possible. Et on a bien vu que dans ce genre de compromis, c'est toujours les putschistes qui ont le dernier mot. Mais vu la détermination de la population que je vois aujourd'hui, il en cuira à tout homme politique qui ira encore se mettre dans des compromissions et des petits calculs là. Et ils le savent tous. Ils le savent tous. Les leçons ont été tirées du passé. Absolument, de mon point de vue. Karl Gaba. Je voulais compléter les propos de Brigitte Amaganvi et expliquer pourquoi Togo debout, nous nous levons et marchons pour que le Togo se libère. C'est un message qu'on envoie à tous les hommes politiques, à toute la société civile togolaise, à toutes les personnalités et ressources qui sont tapies dans l'ombre
sont en train de collaborer avec cette dictature, nous ne pardonnerons à personne. Ceux qui vont se dévier de la ligne du peuple actuellement qui veut sa liberté, nous ne pardonnerons à personne. Et à ceux qui vont aller soit négocier à leur nom propre ou soit commettre la forfaiture de pouvoir soutenir ce vrai faux référendum qu'on est en train de nous refiler, alors que le pouvoir, on sait très bien que ce sont eux qui contrôlent les listes électorales, qui proclament les résultats, nous ne leur pardonnerons pas un écart. Merci beaucoup, merci à vous. Une conclusion avec vous, Robert Congo, Gaston Amissi, au nom de la RDC? Oui, moi simplement, je vais être très court pour dire qu'il faut que le peuple se prenne en charge. Voilà, moi je pense qu'il est temps. Laisser passer le 31 décembre, vraiment c'est dur. C'est dur. Personne n'imagine que... On sent que vous êtes revenu en colère. Vous êtes en colère. Non, je suis en colère parce que j'ai vu la misère, je touchais la misère. Oui. Ce qui se passe dans le Kasaï, c'est horrible, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est triste. Il faut que le peuple congolais se mette debout. Je suis fatigué avec la classe politique congolaise. Elle est médiocre. Voilà. Que le peuple se prenne en charge. Il est temps. Merci Robert Congo. Gaston Amissi, un mot pour terminer. Ce qui est triste pour les Congolais, c'est d'attendre la date du 31 décembre. C'est maintenant qu'il faut se soulever, demander le départ de Kabila. Le 31 décembre, c'est comme un autre jour. Ça passera comme ça s'est passé en 2016. J'avais prédit ça, que si on va jusqu'au 31 décembre 2016, il n'y aura rien. C'est maintenant qu'on doit prendre les choses en main comme les Togolais. Que les Togolais ne tombent pas dans la même bêtise que les Congolais ont fait. Là, je préfère aller jusqu'au bout dès maintenant et chasser M. Kabila. Merci beaucoup. Donc, manifestation des Togolais à Paris le 7 octobre, c'est samedi prochain. Et puis, on va retenir également la date du 14 octobre avec cette caravane de la démocratie. Une forme de convergence des luttes, évidemment, des luttes africaines en quelque sorte. Des sociétés civiles. Brigitte Armand-Granville. Un mot pour terminer, c'est vous la conclusion d'un mot, Brigitte? Oui, donc rendez-vous le 7 octobre. Et de notre motivation, de notre détermination, dépendra le message fort que nous enverrons aux nouvelles autorités de la France pour leur expliquer que faire du Togo un sanctuaire judiciaire pour Charles Debache, le général Germanos et peut-être pour des SK qui chassent maintenant, c'est bien peu par rapport à ce que le peuple français et le peuple togolais attendent pour leur avenir. 30 secondes, vraiment la 30 manifestation secondes. De Togo Debout le 7 octobre à Paris de la Bastille à République est une manifestation à laquelle tous les Africains doivent venir participer. C'est une convergence de toutes les luttes africaines que nous souhaitons voir à la Bastille pour venir soutenir le Togo parce qu'il en va de la cause africaine. C'est entendu, merci beaucoup. Merci Brigitte Armand-Granville, merci Karl Gaba, merci à vous Robert Congo, merci Gaston Amissi, merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Hélène Bizio. Vous pouvez la réécouter dès ce soir en podcast sur notre site africa1.com à la rubrique Le Grand Débat. Demain vendredi, rendez-vous à 18h pour la revue de l'actualité de la semaine. Ce sera vendredi, c'est permis, avec les débatteurs polémistes bien entendu. D'ici là, n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat